Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'image a provoqué pas mal de réactions. Le propos aussi, c'était dimanche après-midi, place de la République à Paris, à l'occasion d'un rassemblement en faveur de la Palestine. Est-ce qu'on est prêt à mener l'intifada dans Paris ? Un appel à mener l'intifada en France, dans Paris, des propos qui font froid dans le dos. L'homme qui prononce ces mots, c'est Elias Imzalem, militant salafiste proche des frères musulmans. Le ministère de l'Intérieur va saisir le procureur de la République au titre de l'article 40. Mais on apprend aussi, et c'est une information Europe 1, que cet influenceur est fiché S, William Molinier. Connu pour être l'un des créateurs du site Islam et Info, ce Français se présente lui-même comme un influenceur communautaire et politique musulman. Il est, selon les informations d'Europe 1, fiché S par les services de renseignement qui le considèrent comme l'un des principaux diffuseurs de la thèse selon laquelle l'État français serait islamophobe. Il relaie d'ailleurs cette idée sur ses réseaux et ses médias. Et pour l'étayer, il avance régulièrement l'argument de l'interdiction du port de l'abaya à l'école. La cause palestinienne lui permet de faire avancer l'agenda islamiste. Elias Imzalem, de son vrai nom Elias Zarelli, est réputé proche des frères musulmans. Il prône le séparatisme, appelle les fidèles à arrêter d'être des Français légalistes, républicains et patriotes. Ce militant salafiste a ses entrées au Parlement européen. Il y a 2 ans, il a été invité à une conférence sur l'islamophobie. Depuis, il s'est fait une place autour de plusieurs députés de la France insoumise, dont Ercilia Soudé, Thomas Porte ou encore Rima Hassan. William Molinier du service enquête à Europe 1. L'émotion est toujours très vive à Grenoble, 48 heures après la mort de Lilian Dejean, tué par un chauffard dont il voulait empêcher la fuite. Plusieurs hommages ont été rendus à cet agent municipal, père de 2 enfants, l'un très officiel au pied de l'hôtel de ville de Grenoble, d'autres plus spontanés comme celui organisé par ses collègues de travail. Sa famille et ses proches aussi ont tenu à se réunir, mais sur les lieux du drame, l'un de ses frères a alors pris la parole. Je tiens à tous à vous remercier d'être venus pour cette marche pour mon frère, en l'honneur de mon frère. D'abord, mon frère, il avait beaucoup d'amour, vous aimez tous, et vous lui donniez beaucoup d'amour aussi, que ce soit les collègues de boulot, la famille, les amis, vous êtes tous présents. Et voilà, je pense à mon frère et je l'aime. Nous aussi, on l'aime. L'un des frères de Lilian Dejean hier au cours d'un des nombreux hommages rendus à cet agent municipal de 49 ans. L'enquête, elle, progresse. Le tireur présumé a été identifié. Son profil n'est pas vraiment inconnu des policiers. Jean-Luc Boujon. L'étau semble se resserrer sur le principal suspect, un homme de 25 ans originaire de la banlieue grenobloise. Un homme déjà connu de la justice pour des faits de vol, violence ou trafic de stupéfiants, a indiqué hier le procureur de Grenoble. Un homme condamné à plusieurs reprises et qui était encore incarcéré il y a 1 an. Il s'était d'ailleurs fait remarquer durant sa détention pour avoir participé avec plusieurs comparses à un passage à tabac d'un autre détenu qui, lui, avait failli perdre un œil. Pour cette affaire, le suspect du meurtre de l'agent municipal avait été jugé puis condamné à 4 mois de prison ferme en plus. Il avait par ailleurs écopé d'une interdiction de détenir une arme durant 5 ans, interdiction qu'il n'a visiblement pas respectée une fois dehors. Ces dernières 48 heures, les policiers ont perquisitionné plusieurs des appartements qu'il est susceptible d'avoir occupés durant ces derniers jours, sans succès. Des policiers qui ont également passé au peigne fin l'Audi RS3 immatriculé en Pologne, un véhicule de location qui serait passé de main en main et qui aurait été aperçu à de nombreuses reprises dans l'agglomération grenobloise ces dernières semaines. Grenoble, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. C'était sa dernière chance. Le ministre démissionnaire de l'économie, Bruno Le Maire, a été entendu une dernière fois hier par la commission des finances de l'Assemblée nationale. Il n'était pas venu seul, mais accompagné du ministre du Budget Thomas Cazenave. Une audition très attendue, alors que tous les clignotants sont au rouge. Ça n'a pas eu l'air d'inquiéter Bruno Le Maire. La commission a moyennement apprécié. Barthélémy Philippe. Oui, le déficit public risque de plonger pour la 2e année consécutive, mais Bruno Le Maire affiche le calme des vieilles troupes. Nous pouvons tenir les 5,1% de déficit en 2024. Nous pouvons tenir nos 3% en 2027. Alors que le mur budgétaire se rapproche, l'absence de mea culpa du ministre démissionnaire a indigné les oppositions, à l'image du député RN Jean-Philippe Tanguy. Vous êtes satisfait de vous et de votre bilan au bout de ces temps. J'avoue avoir du mal à rester calme face à un tel désastre budgétaire. Même colère pour le député à droite, Géraud Verny. Notre situation me rappelle le film La haine. Un homme se jette d'un immeuble en répétant « Jusqu'ici, tout va bien ». Stoïque, Bruno Le Maire s'est offert le luxe de conseiller le prochain gouvernement. Il a rappelé le gel de 16,5 milliards d'euros de crédits qui peuvent être annulés pour limiter la casse cette année. Le ministre démissionnaire croit dur comme fer au retour sous les 3% en 2027. Question de courage, selon lui. Il en faudra à Michel Barnier, car cette trajectoire implique
explique une centaine de milliards d'euros d'économies sur 3 ans. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Direction les États-Unis à présent, ce sera peut-être leur seule confrontation télévisée d'ici l'élection présidentielle le 5 novembre prochain. Donald Trump et Kamala Harris, fin prêts l'un et l'autre pour leur grand débat. Animé et diffusé par la chaîne ABC, 90 minutes d'affrontement sans notes et sans public. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Après avoir dit de loin tout le mal qu'ils pensent l'un de l'autre, les deux candidats vont pour la première fois se trouver face à face. Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils vont vraiment dialoguer, puisque le micro de celui qui n'aura pas la parole sera coupé. Le camp Trump a insisté là-dessus, de même que sur l'interdiction de consulter des notes écrites. Cela avait réussi à Donald Trump lors du précédent débat, où il était face à Joe Biden. Il a l'avantage de la familiarité avec l'exercice. C'est la 7e fois qu'il débat dans ce cadre, un record dans l'histoire des campagnes américaines, alors que c'est une première pour la candidate démocrate. Elle ne manque pas pour autant d'expérience. En 2020, lors du débat vice-présidentiel avec Mike Pence, elle s'est souvent adressée par-dessus sa tête à Donald Trump pour dire qu'il était corrompu et antipatriotique. Ses performances passées montrent qu'elle a l'art des phrases qui font mouche, mais qu'elle peut être ambiguë dans ses explications. Un débat se joue aussi sur l'image. En 2000, Al Gore avait perdu des points en levant les yeux au ciel à chaque fois que George Bush parlait. Débat diffusé la nuit prochaine. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Au Royaume-Uni, la princesse Kate donne des nouvelles un peu plus rassurantes sur son état de santé. La princesse de Galles a annoncé hier soir en avoir terminé avec la chimiothérapie. Sarah Menei, correspondante d'Europe 1 à Londres. Reprenant le contrôle de leur communication, le prince et la princesse de Galles se livrent dans ce message écrit accompagné d'une vidéo tournée sur une plage du Norfolk, au nord-est de l'Angleterre. Alors ils décrivent la façon dont leur famille a affronté la maladie. Et si la princesse se dit soulagée, elle se dit aussi pas encore sortie d'affaire. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis soulagée d'avoir enfin terminé mon traitement de chimiothérapie. Faire ce que je peux pour rester loin du cancer est maintenant mon objectif. Bien que j'ai terminé la chimiothérapie, mon chemin vers la guérison complète est long. Au début de sa maladie, sa longue absence, le silence du palais et les photos distillées pour rassurer les Britanniques avaient alimenté les rumeurs les plus folles. Lundi, Kate Middleton a expliqué qu'elle comptait se remettre rapidement au travail et honorer quelques engagements dans les mois qui viennent. Elle espère notamment apparaître aux côtés de la famille royale lors de la cérémonie annuelle du Dimanche du Souvenir, le 10 novembre prochain. Londres, Sarah Menei, Europe 1. Allez, un mot de football du mieux pour les Bleus de Didier Deschamps, vainqueur 2-0 de la Belgique hier soir. C'était la 2e journée de la Ligue des Nations. Merci Christophe Lamar, c'était votre journée.